Bonjour tout le monde sur le salon Solutions RH. Je reçois Martin Richer. Martin Richer qui est président de Management et RSE et qui fait partie du think tank Terra Nova. Et on va aborder un sujet qui est important en ce moment, c'est la stratégie et les outils RH pour fidéliser les collaborateurs. Alors Martin, bonjour. Merci parce que c'est un exploit de venir à vélo ce matin dans cette période de mouvements sociaux. J'imagine que ce n'est pas quelques outils qui font qu'on va fidéliser les collaborateurs, mais que c'est toute une stratégie RH qu'il faut développer. Et est-ce que, alors on n'a pas toute la journée non plus, mais est-ce que sur 45 minutes, puisque c'est le temps qui nous est alloué, tu peux faire une espèce de panorama du A à Z de la stratégie RH pour fidéliser les collaborateurs? Oui, alors effectivement, c'est une bonne idée de faire un panorama. En fait, on peut considérer, moi je pense qu'il y a deux grandes familles de mesures qu'on peut actionner dans le but de fidéliser les collaborateurs. Il y a une première famille qui est la famille que je qualifierais des mesures stratégiques, c'est-à-dire des mesures de long terme. Et ça, c'est le climat de travail qu'il faut arriver à instaurer dans une entreprise, à la fois pour que les gens aient envie d'y venir, mais surtout qu'ils aient envie d'y rester. Donc dans l'objectif de, on dit souvent la rétention du personnel, ce qui est un terme quand même assez abominable. Alors disons plutôt fidélisation. Donc là-dessus, la recherche académique a des choses à dire qui sont intéressantes. Notamment, il y a une expérience très intéressante qui a été menée chez Google. Alors Google, c'est une entreprise un peu particulière, évidemment. On peut avoir beaucoup de choses à lui reprocher. Personnellement, j'aimerais qu'elle paye un peu plus d'impôts en France, qu'elle soit plus respectueuse de nos données privées et personnelles. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une entreprise qui sait mesurer ses process RH. On mesure tout chez Google, tout est chiffré. Et donc, ils ont fait un gros projet qu'ils ont appelé le projet Aristote, qui consistait à essayer de trouver quels sont les ingrédients qui rendent une équipe efficace sur le plan productif et également fidélisante, c'est-à-dire dans lequel les salariés se sentent bien et quand on leur demande comment ils voient leur avenir professionnel, répondent à une grande majorité, moi je suis bien chez Google. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de changer de poste, mais j'ai envie de rester chez Google. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce projet Aristote, il est très documenté parce que le DRH Group de Google de l'époque, qui s'appelle Laszlo Brock, en a fait un livre. Et dans ce livre, il explique que quand il a lancé l'affaire, qui est une affaire qui consiste à glaner toutes les métriques dont il dispose. Par exemple, chez Google, on sait dire quelles sont les équipes les plus productives. Par exemple, les équipes qui font de la maintenance logicielle, on sait dire chaque semaine combien de bugs, combien de dysfonctionnements chaque équipe a réglé. Une équipe commerciale, on sait dire combien de nouveaux clients, etc. etc. Et donc, l'idée, c'était d'isoler les équipes les plus productives et de voir ce qui en était la caractéristique. Et donc Laszlo Brock, dans son bouquin, explique au départ, quand j'ai lancé l'affaire, je pensais qu'on allait arriver à la conclusion que les meilleures équipes, c'était les équipes dirigées par les managers les plus capés qui sortent de Stanford ou de Harvard, ou bien éventuellement les équipes où les gens ont le plus d'ancienneté. Et en fait, pas du tout. Les équipes les plus productives, ce sont les équipes où le manager, quel qu'il soit, a réussi à instaurer un climat de travail que chez Google, ils appellent le psychological safety, littéralement la sécurité psychologique. Alors moi, je préfère appeler ça la sécurité relationnelle, parce que j'aime pas trop psychologiser l'entreprise. Mais cette sécurité relationnelle, elle se caractérise par trois choses. Un, les gens ont envie de rester. Et d'ailleurs, ils disent à leurs amis ou à leurs relations professionnelles que Google c'est bien et que cette équipe en particulier, elle est bien. Donc non seulement ils veulent rester, mais ils veulent attirer leurs relations, leurs amis dans leur équipe. Deux, c'est une équipe qui est en moyenne très efficace. Et trois, c'est une équipe où tout le monde se sent libre et se sent en capacité de donner son avis, de proposer des choses sans avoir peur qu'on se moque d'eux, qu'on les traite de faillots, etc. Donc cette sécurité relationnelle, c'est un atout absolument déterminant, à la fois pour fidéliser
et puis également pour atteindre un certain niveau d'efficacité. Donc c'est, comme on dit en Charente-Poitou, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des mesures, je dirais, stratégiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, où il s'agit véritablement de créer un climat qui fait que les gens ont envie de rester. Et ensuite, il y a cette deuxième famille qui est plus tactique, des mesures plus tactiques, plus court terme. Alors notamment, actuellement, on parle de grandes démissions, le big quit, le quiet quitting, etc. Donc c'est un peu l'obsession des RH. Arriver effectivement à garder les gens, surtout les jeunes. On voit des jeunes qui arrivent et qui repartent au bout de 2 mois, ou qui rompent de leur période d'essai, ou qui rompent leur premier CDI. Donc il y a une espèce d'obsession autour de ça. Et là, il y a des mesures tactiques que les entreprises ne pensent pas forcément à mettre en œuvre. Je pense que la plus importante d'entre elles, c'est de savoir, elle est très simple, hein, c'est tout simplement de savoir pourquoi les gens restent et ou pourquoi ils partent. Et curieusement, alors que beaucoup d'entreprises disent on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à fidéliser les gens, dans ces entreprises-là, très souvent, ils ne savent pas dire précisément pourquoi les gens restent et pourquoi les gens partent. Ce qui est quand même un peu pitoyable. Si on fait une analogie avec les clients, un directeur commercial ou un directeur marketing qui ne saurait pas dire exactement pourquoi un client choisit notre offre plutôt que celle de nos concurrents, ou bien pourquoi un client fidèle qu'on avait depuis des années s'en va brutalement à la concurrence, ce directeur commercial ou marketing, on le vire immédiatement. Alors pourquoi est-ce que le DRH n'est pas soumis à au même niveau d'exigence? Donc moi je pousse mes clients à faire ce qu'on appelle des entretiens de séparation. Donc quand un collaborateur qu'on appréciait, qu'on avait envie de garder, s'en va, bon, bah, évidemment, on essaye de le retenir, mais si on n'a pas réussi à le retenir, eh ben, peut-être pas à chaud, mais 1 mois après, 1 mois et demi après, on l'invite à un bon déjeuner, pas dans le cadre de l'entreprise, hein, à l'extérieur, pour que la parole soit le plus libre possible, il n'y a plus d'enjeu, et donc le collaborateur est prêt à parler, et là, je vous garantis que vous entendez des choses que vous ne saviez pas. Vous entendez des choses qui sortent du politiquement correct, de ce qu'il est bien de dire dans l'enceinte de l'entreprise, et c'est extrêmement utile ensuite pour pouvoir régler les choses. De la même façon, il faut faire l'inverse. De temps en temps, on prend des salariés qu'on apprécie, qui sont là depuis 5-6 ans, et on les invite à un bon déjeuner ou un bon dîner à l'extérieur, éventuellement par groupe de 2 ou 3, ou bien en bilatéral, et on leur dit, mais pourquoi tu es toujours là? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu envie d'aller voir ailleurs? Et là aussi, on apprend beaucoup de choses extrêmement utiles. On peut le faire aussi dans des entreprises. Alors j'ai parlé de 2 grandes entreprises sans les citer, de très grosses entreprises qui ont parmi leur staff tous les contrats que vous pouvez imaginer, les contrats d'apprentissage, les alternances, etc. Et toutes les années, ils décident d'en garder 1 ou 2. Et là, l'année dernière, ces 2 grosses entreprises ont voulu embaucher des alternants qui leur disent ça va pas la tête. Moi, je ne signe pas un CDI, pourtant c'était des cadres plutôt de haut niveau, avec des vrais talents. Et moi, je peux faire le tour du monde avant. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, on préfère aller se promener pendant 1 an plutôt que d'aller rentrer dans une grande entreprise qui n'auront peut-être plus jamais l'occasion d'avoir en offre d'emploi? Alors, je pense que d'abord, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce schéma du jeune très volatile, très volage, qui est un peu désinvesti de l'entreprise, etc., ce n'est pas une image dominante. Ce n'est pas du tout le comportement dominant des jeunes aujourd'hui. Là-dessus, il y a plein d'études qui sont très convergentes sur le sujet. Donc la soi-disant rupture du rapport au travail par les jeunes, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense que les jeunes sont toujours très attachés à l'entreprise. Les enquêtes montrent qu'ils sont très attachés au management. Les jeunes veulent non pas moins de management, mais ils en veulent plus. Ils veulent que leur manager soit plus proche d'eux, plus à l'écoute, plus en soutien professionnel. Donc, ce n'est pas un thème dominant. Après, ça existe aussi, même si c'est plutôt des exceptions. Et là, je pense que le confinement n'y est pas pour rien. Parce qu'effectivement, pendant cette période un peu bizarre du confinement, d'une part, les gens étaient chez eux pour beaucoup et donc ont eu des occasions de réfléchir et ils se sont posé des questions qu'ils n'avaient pas forcément pris le temps de se poser depuis longtemps.
qu'est-ce que j'ai envie de faire des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans qui me restent à travailler? 44. 44 pour un débutant, effectivement. Qu'est-ce que j'attends de l'entreprise? Est-ce que c'est là vraiment que j'estime que je vais trouver des bons moyens d'expression? Qu'est-ce que j'attends du travail? Mon rapport à la famille, aux amis, comparé à mon rapport au travail? Toutes ces questions fondamentales ont été posées et certains ont répondu effectivement que l'entreprise, le travail tel qu'on l'envisage dans le salariat, n'était pas forcément ce qui leur plaît le plus. Mais j'insiste sur le fait que c'est plutôt l'exception. En fait, quand on regarde les trajectoires professionnelles des gens qui ont démissionné depuis le confinement, notamment rupture de CDI, on observe d'une part que 6 mois après la démission, 80% d'entre eux sont en poste. Donc ce n'est pas des gens qui sont partis dans la montagne pour faire du tressage, du macramé ou garder les moutons. Ils sont restés dans le salariat. Et 80%, c'est quand même la très vaste majorité. Et 6 mois après. Et ensuite, ceux qui ont bougé ont retrouvé un job, en général dans le même secteur d'activité. Simplement un job mieux payé et avec de meilleures conditions de travail et éventuellement des meilleures perspectives professionnelles. Alors, pour ces DRH-là qui sont confrontés à ces soucis, donc de recrutement ou de fidélisation, qu'est-ce qu'on a comme outil à disposition pour prévenir cette fuite de gens qu'on a formés, qui ont des portefeuilles clients, qui ont une connaissance du métier, une connaissance de l'entreprise, sachant que ça va coûter énormément d'argent de recruter et de refabriquer un salarié qui ait toutes ces capacités-là. Quels sont les outils que les DRH ont à leur disposition aujourd'hui? Alors ces outils, hein, je reprends mes deux familles tout à l'heure, la famille d'outils un peu stratégiques qui travaillent sur le long terme, sur la durée, et puis les outils un peu plus tactiques qu'on peut utiliser à chaud, on peut les multiplier. D'abord, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle l'attachement à l'entreprise. Donc faire en sorte, autant que faire se peut, et sans manipuler les gens, que effectivement les salariés aient de bonnes raisons de rester. C'est ça d'abord et avant tout. Ce n'est pas une question de dire que les gens n'ont pas de bonnes idées s'ils décident d'aller voir ailleurs. En général, ils ont de bonnes raisons. Donc il faut connaître ces raisons, d'où les entretiens de séparation dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut surtout créer donc les conditions qui font que les salariés reconnaissent que leur entreprise est soucieuse du climat social, du climat de travail, du ressenti des salariés. La première chose que les salariés demandent, on a beaucoup de baromètres où on pose des questions aux salariés, qu'est-ce qui fait que vous restez dans votre entreprise ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous donne de partir? Qu'est-ce qui vous donne envie de partir? Pardon. Et ces baromètres sont assez convergents. Ce que demandent les gens, c'est d'abord du respect et de la reconnaissance. Alors vous pouvez dire, c'est quand même le minimum minimorum. Pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne comprend pas ce que c'est que la reconnaissance. Éventuellement, on assimile la reconnaissance aux augmentations de salaire et aux primes, alors qu'une grande partie de la reconnaissance, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance non financière, donc plutôt symbolique. La deuxième chose, et c'est notamment les jeunes attendent, quand on pose la question, qu'est-ce que vous attendez de votre manager? Les jeunes attendent de leur manager qu'il les mette sur les projets intéressants. Les jeunes, ils sont en début de carrière, ils ont envie de découvrir le monde de l'entreprise, d'être confrontés aux difficultés et éventuellement aux bonnes choses qu'on peut trouver dans la vie professionnelle. Et donc, leur demande vis-à-vis de leur manager, c'est d'être sur les projets qui sont intéressants, des projets qui vont leur permettre de rencontrer des gens intéressants, des projets qui vont leur permettre d'avoir un contact avec les dirigeants, par exemple, d'analyser des situations, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie appétence, il y a une vraie envie. Donc, il faut un management actif, il faut un management qui s'intéresse aux gens. Or, malheureusement, on en est toujours là, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit, que malheureusement, en France, c'est une spécificité française, on a tendance à promouvoir au rang de manager le meilleur technicien de l'équipe. Comme il est bon, il va être manager, sans se préoccuper de savoir si ces gens-là ont les compétences de manager. Moi, je prétends que de la même façon qu'avant de lâcher quelqu'un sur les routes, on leur demande de passer un permis de conduire,
avant de lâcher la responsabilité d'une équipe à quelqu'un, il faudrait un permis de management. Et donc, je travaille depuis plusieurs années sur cette question-là, et on est en train, avec les partenaires sociaux, de définir les bases de ce que pourrait être un permis de manager. Mais aujourd'hui, malheureusement, hein, moi, quand j'interroge des managers sur leur envie de connaître les gens, leur envie de discuter avec les gens, j'en ai une proportion très significative entre un petit quart et le gros tiers, en fonction des endroits, qui me disent des choses du genre « moi, je n'aime pas les gens, moi, je n'aime pas discuter avec les collaborateurs », et effectivement, des gens qui sont plutôt des introvertis, plutôt derrière leur ordinateur, et qui donc n'ont pas les compétences tout simplement d'animation. C'est aussi quelquefois la structure de l'entreprise qui fait que le manager est plus là payé à faire du reporting de ce qui se passe dans son équipe qu'à réellement manager, entraîner. Moi, je prends l'exemple d'un manager, c'est le coach. C'est le coach d'une équipe de foot, c'est lui qui sélectionne dans une équipe. Par exemple, on va prendre l'organisation d'un salon, qui va faire ça, à quel poste, comment, le banc des remplaçants. Et là, on prend le manager type, pour moi, c'est Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, par exemple, qui a un management de l'individu avant d'avoir un management de l'équipe et du rendement. Il accepte de perdre un match. On peut accepter en tant que manager de perdre un match pour préparer celui d'après. C'est ça aussi le management. C'est pas simplement remplir les cases, les bonnes cases en fonction de ce qu'on vous donne dans la hiérarchie pour arriver en fin d'année et vous entendre dire ah ouais, non, mais là, on n'est pas au résultat. Ouais, mais j'ai rempli les cases comme tu me les as demandé, le manager. C'est pas ça. Alors, effectivement, d'ailleurs, tu dis management de l'individu. Moi, je me bagarre un peu contre ça parce que le problème de l'individu, les individus, ils sont substituables. Les individus, c'est j'achète 200 heures d'analyse programmeur sur tel langage informatique. Que ce soit Robert ou Jacques ou Lucie, ça m'est indifférent. Donc ça, c'est des individus. Donc on ne manage pas des individus, on manage des personnes. Les personnes ne sont pas substituables. Chacune a son caractère, ses attentes, ses aspirations professionnelles ou dans leur vie personnelle. Alors justement, un des outils, moi, que je trouve extrêmement efficace, donc là on est plutôt juste un peu à mi-chemin entre la famille des outils stratégiques ou des outils plus tactiques, c'est ce que j'appelle la charte managériale. Qu'est-ce que c'est une charte managériale? C'est un petit document, 3-4 pages au maximum, qui définit clairement ce qu'on ne fait pas dans les entreprises. Hein. Souvent, tout est indicible, non écrit, non partagé. Ben là, on fait l'effort de définir clairement ce qu'on attend d'un manager de proximité, ce qu'on appelle un manager de proximité. Comment on fait pour faire ça? Ben, on réunit d'abord les dirigeants et on va demander aux dirigeants qu'est-ce qu'ils attendent, eux, d'un manager. Et ensuite, on travaille en bottom-up, on réunit les salariés et on demande aux collaborateurs qu'est-ce qu'ils attendent de leur manager. On regarde quels sont les points communs entre la vue des dirigeants et la vue des salariés. Souvent, il y a des écarts assez considérables. Donc, on fait des groupes de travail pour les faire travailler ensemble, des dirigeants, on mélange des dirigeants, des managers et des collaborateurs, et on les fait travailler ensemble sur... Finalement, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des managers. Et le problème, il est là, hein, c'est que dans toutes les entreprises, c'est comme dans les télécoms, il y a un problème de bande passante. Un manager, il a 1000 priorités. Le marketing lui demande de s'occuper des produits nouveaux, de les promouvoir. La RH lui demande de faire des entretiens d'évaluation 4 fois par an et pas une seule fois par an. Bref, la RSE lui demande des choses. Bref, le manager, il ne sait plus où donner de la tête. Donc, le métier de manager, maintenant, de plus en plus, c'est quelqu'un qui a l'intelligence politique pour sélectionner les bonnes priorités et oublier les autres. Donc, de quoi on a besoin dans ce type de contexte? D'établir véritablement des priorités. Est-ce que le reporting machin qui est demandé depuis des années, est-ce qu'il est vraiment utile? On s'aperçoit souvent que les dirigeants demandent beaucoup de reporting parce qu'ils sont de plus en plus éloignés du travail, donc ils ne connaissent pas le travail, donc ils ont besoin de se rassurer. Et pour se rassurer, on demande du reporting. Mais est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à manager, non pas par les chiffres, par les tableurs Excel, mais plutôt par les valeurs, par les aspirations, par ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être, par les missions que l'entreprise s'est affectée. Et donc la charte managériale, elle permet de faire ça, de définir ce qui est vraiment important. Et en fait, on troque, c'est une opération de troc. On échange du temps un peu inefficace, notamment du reporting,
contre du temps de soutien professionnel. Parce que dans le métier de manager, c'est ça qui est le plus important. Le manager, il doit être aux côtés de ses collaborateurs pour les aider à franchir les caps difficiles. Ah bah oui, moi ce que je trouve difficile, c'est quand j'ai besoin de convaincre un client, je ne sais pas toujours bien m'y prendre. Eh bien ok, on va créer une situation de travail où tu auras un client un peu difficile à convaincre et on va mettre avec toi dans le rendez-vous commercial, on va mettre avec toi le meilleur commercial de l'entreprise et tu vas apprendre. Donc le manager, c'est celui qui est capable de comprendre point fort, point faible, menace, opportunité pour chacun de ses collaborateurs, de lui dessiner un parcours professionnel et de définir avec lui des situations apprenantes qui vont faire en sorte qu'il puisse franchir les jalons vis-à-vis desquels il a des difficultés. Et c'est là qu'on crée un management fidélisant qui fait que, une fois que les gens ont leur feuille de route, c'est-à-dire qu'une fois ils ont de la perspective, ils savent ce qu'ils ont à faire dans l'année, mais aussi dans les 3 ou dans les 5 ans qui viennent, là, ils n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs parce qu'ils se rendent compte assez vite qu'ailleurs, l'herbe n'est pas forcément aussi verte qu'elle n'en a l'air. Donc le point clé, le nœud du problème, c'est la formation des managers, finalement. Et puis après, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie en matière d'outils sociaux qui vont faire que certains avantages liés à l'appartenance à telle ou telle entreprise va vous donner envie d'y rester et ne pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà, absolument. Alors là-dessus, là aussi, il y a toute une gamme de choses intéressantes, mais il faut regarder effectivement quelles sont les compétences du manager. Parfois, on a tendance à considérer que manager n'est pas un métier. Si, c'est un métier, et ça s'apprend. Alors pas forcément en salle de formation. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent entre pairs. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je suis un croyant, mais aussi un pratiquant du co-développement. Pour les managers, l'outil, l'approche, la discipline du co-développement, c'est-à-dire on fait des groupes de travail, maximum une douzaine de personnes qui se réunissent, par exemple, une fois par mois. Et chaque réunion, il y a une des personnes qui expose une difficulté de management qu'elle rencontre et toutes les autres personnes se mettent à son service pendant 1 heure ou 1 heure et demie pour l'aider, pour tester des solutions, pour confronter les points de vue. Et puis la réunion suivante, 1 mois après, on refait la même chose mais avec une autre des 12 personnes et on avance de cette façon-là. Le co-développement, c'est un merveilleux outil pour permettre aux managers de progresser et en plus de progresser agréablement parce que là, on ne progresse pas avec une approche scolaire, on progresse. On apprend à apprendre, en fait. On apprend avec ses collègues. Donc, c'est une approche très intéressante. Donc, après, j'ai parlé d'outils sociaux. Donc, d'outils sociaux, c'est des avantages sociaux qui sont donnés par l'entreprise. Par exemple, il y a des points qui ne sont pas à gérer comme moindre coût. On parle de la protection sociale, par exemple. Une entreprise où la mutuelle est très bonne est une entreprise où, effectivement, c'est un plus, où on se sent bien, où il y a des avantages sociaux. Je pense un CSE dynamique, par exemple. C'est aussi un plus. Est-ce que tu peux nous faire une liste de, j'allais dire, pour nos amis comme un peu un commandant d'avion qui va décoller, une checklist de ce qu'il faudrait comme outil et par quelle priorité tu commencerais si tu devais mettre en place cette stratégie? C'est là où, si c'était possible, je ne serais pas là, parce que ça voudrait dire qu'il suffit d'avoir la liste, quoi. Donc en fait, la liste, elle dépend vraiment de chaque situation. C'est ça. Chaque entreprise est unique. Chaque entreprise a une problématique spécifique. Là, je parle beaucoup du management parce que tu m'as un peu orienté là-dessus, mais parfois, ce n'est pas ça le problème. Parfois, c'est tout autre chose. Les avantages sociaux dont tu parlais, dans certaines entreprises, c'est extrêmement important parce que c'est dans la culture, parce que, notamment les entreprises qui travaillent beaucoup sur le collectif. Moi, j'ai vu à une époque, j'ai beaucoup travaillé sur Orange, à l'époque où ça s'appelait France Télécom et où ça se passait très mal chez eux, et une des choses hyper importantes pour les salariés, c'était les offres du CE qui permettaient aux équipes de partir ensemble et de faire des choses très rigolotes sur les pentes neigeuses ou au contraire en plein été dans les toboggans des piscines. Bon, dans une autre entreprise, genre start-up ou autre, ça n'aurait pas forcément marché, ça n'aurait pas forcément été pertinent. Donc il faut systématiquement commencer par un diagnostic, si possible un diagnostic sans concession,
avec beaucoup d'interviews de collaborateurs pour entendre la vérité des choses. Parce que dans les entreprises, malheureusement, on se paye de mots, beaucoup. Quand vous regardez les entreprises qui travaillent sur les valeurs, par exemple. Alors les valeurs qui sortent, c'est toujours l'exigence, etc. Bon. Et puis vous regardez, ah oui, l'exigence, la prise de risque. Vous regardez, par exemple, comment sont faits les entretiens annuels, et vous vous apercevez que les collaborateurs qui prennent des risques et qui échouent, on les matraque au lieu de les féliciter. Donc les valeurs proclamées sont rarement identiques aux vraies valeurs, c'est-à-dire ce que j'appelle les valeurs incarnées, celles qui gouvernent les comportements des collaborateurs et des managers. Donc il faut faire l'effort de faire un vrai diagnostic, c'est-à-dire une vraie enquête sociologique sur le jeu des acteurs, sur les valeurs incarnées. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de se lever le matin pour venir bosser, ou au contraire ont vraiment pas très envie et se lèvent en se disant qu'il serait mieux ailleurs. Tout ça, il faut le faire émerger. Ça émerge pas spontanément. Donc il faut que l'équipe RH, le DRH en particulier, fasse des actes de générosité, c'est-à-dire et d'authenticité. C'est-à-dire qu'il montre très concrètement qu'il est à la recherche d'informations qui vont lui permettre véritablement d'améliorer la situation. Alors, pour les entreprises de plus de 50 salariés, on peut utiliser le CSE pour ça. Alors le CSE, effectivement, est un outil utile. D'abord, c'est un des rares outils où les salariés qui sont là, donc des élus, sont à 90% libres de leur parole. Parce que voilà, le droit français et notre merveilleux Code du travail a prévu un certain nombre de choses pour les protéger. Donc c'est un endroit qu'il faut écouter. Mais d'ailleurs, moi je note que les grands dirigeants, souvent, sont des dirigeants qui savent écouter leurs représentants du personnel, leurs IRP. Parce qu'ils savent qu'ils vont, de ce côté-là, glaner une information qui n'est pas l'information officielle qui va redescendre de la ligne hiérarchique. Donc, si on veut que les gens soient heureux de travailler à un endroit et qu'ils aient envie de rester, ben, il faut bien comprendre comment une entreprise, comment une organisation se régule. Et dans une organisation, il y a 4 boucles de régulation. Vous avez ce que j'appelle la régulation managériale. Donc ça, c'est l'information qui descend des managers tout au long de la chaîne hiérarchique et au contraire qui remonte. Donc ce qui descend, c'est des directives. Ce qui remonte, c'est le climat social. Vous avez une deuxième boucle de régulation qui est la régulation du dialogue social. Donc ça, c'est effectivement le CSE, les représentants dits de proximité maintenant, depuis depuis les ordonnances travail. Bref, toute l'information qui remonte d'un dialogue social plus ou moins institutionnalisé. Vous avez aussi le dialogue professionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort des groupes de travail dont je parlais tout à l'heure, où on assemble des collaborateurs et on les fait travailler sur certains sujets. Et puis, vous avez le dialogue informel, celui qui se passe à la machine à café. Enfin, celui qui se passait à la machine à café, puisque maintenant, c'est plutôt sur WhatsApp. On est dans le management hybride, où on essaye d'articuler le distanciel. Le Covid a fait beaucoup de mal aux machines à café, puisque dans certaines entreprises, on les a supprimées. Mais moi, je me souviens de l'époque où les employeurs voulaient la machine à café à côté de la porte de leur bureau, pour pouvoir écouter ce qui se passait. C'était assez intelligent, parce que c'est quand même le vecteur d'information le plus important dans l'entreprise, puisque c'est là où on se rencontre, où on parle des enfants, où on parle de la veille, du lendemain et des difficultés. Donc la machine à café, c'est un lieu privilégié qu'il faut cultiver. Absolument. L'information dite justement informelle qui s'échange est extrêmement importante parce que elle dit des choses vraies, elle. Alors que ce qui passe par les structures hiérarchiques et ou institutionnelles est souvent déformé. On dit ce qu'on pense que son interlocuteur a envie d'entendre. Donc c'est très utile effectivement d'être attentif aux signaux faibles et à ce qui s'échange autour des machines à café, dans les environnements numériques qui sont prévus pour ça. Et un des conseils moi, que je donne à mes clients, c'est justement à partir du moment où on est passé sur beaucoup de temps sur les outils numériques, faire en sorte qu'il y ait aussi des moments d'échange informels dans les environnements numériques. Parce que les collaborateurs en ont vraiment besoin
et parce que l'entreprise en a aussi besoin. Et si vous n'essayez pas d'organiser un peu cet environnement informel, ben vous risquez d'être rattrapé par des choses qui ont couvé sous la cendre et que vous n'avez pas forcément vu venir. Alors on va pas faire peur à nos amis qui sont là en disant « Oh là là, mon Dieu, on va encore récupérer des dossiers sur le bureau ». On en a suffisamment parce que c'est vrai que le DRH, depuis quelques années, récupère de plus en plus de dossiers, d'ailleurs que souvent les représentants du personnel ne veulent plus traiter. Hein, ça a commencé par la restauration collective, puis la protection sociale complémentaire. On en est maintenant même aux machines à café dont on parlait, où les élus du personnel ne veulent même plus s'en occuper. Donc peut-être qu'on va donner un peu de méthode à nos amis pour que ça ne déborde pas leur bureau, quoi. Mais la méthode, c'est justement, hein, me semble-t-il, que les représentants du personnel restent responsables sur ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est tout à fait cohérent avec ce qu'ils apportent aux salariés au travers des avantages collectifs dont tu parlais tout à l'heure. Les activités sociales, culturelles, hein, du CSE sont extrêmement importantes et je crois qu'il y a des salariés qui vraiment sont en demande de ce côté-là. Donc ce serait dommage de le laisser s'étioler. Hier soir, je dînais avec un DRH d'une grosse boîte qui me dit cette année, on est en renouvellement du CSE et on va faire un procès-verbal de carence. C'est une catastrophe. On n'a plus de candidats, donc on ne sait pas comment on va devoir demain gérer les relations sociales dans l'entreprise puisqu'on ne va plus avoir de représentants du personnel. Alors, ce qui était un rêve de certains il y a quelques années devient aujourd'hui leur cauchemar parce qu'ils ne vont plus avoir d'interlocuteur. Et l'interlocuteur, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la fidélisation des salariés et la démission devant certains dossiers des représentants du personnel, c'est quand même une inquiétude. Comment on peut dire à nos amis DRH travailler pour avoir des représentants du personnel ? Ben, je pense qu'il faut leur montrer ce qui se passe quand on ne le fait pas, hein. Par exemple, vous vous souvenez tous de la fameuse grève SNCF au moment de Noël dernier, qui a privé les gens, beaucoup de gens, 40 000 personnes, hein, ont été privés de passer Noël en famille. Cette grève, elle a été déclenchée par un mouvement qui est né sur Facebook. C'était d'ailleurs à Marseille. C'était les contrôleurs de Marseille au départ. Marseille, la ville rebelle. Et puis ça s'est étendu, et donc cette grève a été déclenchée en dehors des consignes syndicales, même si les syndicats ont été utilisés pour déposer le préavis de grève, parce que la loi prévoit qu'il faut être un syndicat représentatif pour déposer un préavis de grève. Donc le PDG de la SNCF a fait une interview dans laquelle il a dit « Je ne comprends pas cette grève, je ne maîtrise rien ». Et effectivement, c'est ce qui pourrait arriver à d'autres DRH dans le futur s'il n'y a plus d'organisation syndicale. Parce que là, c'est la pire des situations. C'est ce qu'on a connu au niveau de la société avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui avaient des revendications, mais plutôt individuelles et qui étaient incapables de fédérer ces revendications. Donc ce travail que font les organisations syndicales, qui est de cristalliser les revendications et de les transformer en plateformes, c'est-à-dire être capable de les agréger, de les hiérarchiser, d'entretenir un dialogue avec les salariés, ce travail-là, il est irremplaçable. Et s'il n'est pas fait, à ce moment-là, le DRH va se trouver non pas face à 5 organisations syndicales, mais face à 50 000 revendications individuelles des salariés ou face à des gens qui ont une page Facebook sur laquelle il n'y a même pas, dans le cas de la SNCF que je citais tout à l'heure, ceux qui avaient organisé le mouvement ne mettaient même pas leur nom de famille sur leur page Facebook. Donc ils ne représentaient qu'eux-mêmes et même pas complètement eux-mêmes puisqu'ils n'acceptaient pas de donner leur nom de famille. Donc ils sont inidentifiables. Donc ça, pour moi, ça devrait être un cauchemar des DRH. Et les anglo-saxons le disent très bien. Ils ont une expression, ils disent « It takes two to tango ». Il faut être 2 pour danser le tango. Et effectivement, il faut que les 2 parties s'impliquent. Et dans le tango, il y a un meneur et un suiveur. Donc là, dans le dialogue social, le meneur, c'est quand même le DRH, parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses dans l'entreprise. Donc c'est lui qui doit imprimer la volonté de travailler ensemble. Oui, le thème central qu'on avait pris pour ce salon-là à Lyon, c'était le DRH, chef d'orchestre du dialogue social dans l'entreprise. Et
dans un orchestre, il y a chacun son instrument et ils sont tous interdépendants. Et le DRH doit celui qui mène sa baguette et doit faire jouer le morceau parfaitement. Et donc les représentants du personnel, c'est un instrument. Et puis l'actionnaire en est un autre, le chef d'entreprise en est une autre, les managers en sont. Et c'est là le côté compliqué du métier de DRH. Oui, absolument. Absolument. Bon, cela dit, le lien avec la fidélisation des salariés n'est pas forcément direct, il est un peu ténu. C'est-à-dire, je ne connais pas de situation où un salarié qui reste, par exemple, dirait je reste parce qu'il y a des syndicats, parce qu'il y a un dialogue social. En revanche, l'impact, je pense, est indirect. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un dialogue social qui fonctionne contribue à créer ce fameux climat de travail, de sécurité relationnelle dont je parlais tout à l'heure. Parce que les gens se sentent plus libres de leurs paroles, ils se sentent éventuellement soutenus, ils ont un recours s'ils sont en difficulté professionnelle, et ça compte. C'est important pour les salariés. Alors, ne négligez pas les représentants du personnel. Veillez à en avoir surtout parce que vous êtes la majorité avec des entreprises de plus de 50 salariés ou pas? Non, moins de 50. Alors, la spécificité dans des entreprises qui n'ont pas 50 salariés et où le représentant du personnel est plutôt une option. Comment on travaille avec les salariés pour les fidéliser? C'est ce que, tout à l'heure, quand je vous parlais des 4 boucles de régulation de l'entreprise, ma troisième boucle, c'est ce que j'ai appelé le dialogue professionnel. Alors ça consiste en quoi le dialogue professionnel? C'est un outil, et là encore, on est plutôt sur un outil que je classerais dans la famille stratégique, dans les 2 familles que j'ai mentionnées au début, parce qu'il agit sur le long terme. Le dialogue professionnel, ça consiste à mettre en place une ingénierie de la discussion sur le travail. On n'a pas de représentants du personnel, mais tout le monde dans l'entreprise a un avis sur son travail. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui, au contraire, est épanouissant? Qu'est-ce qu'on aime faire dans notre travail et qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? Ou des choses très concrètes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à bosser correctement avec le service marketing, etc. Donc le dialogue professionnel, c'est on forme des groupes en allant piocher dans les différentes équipes opérationnelles, des groupes entre 8 et 16, 17 personnes, et on les fait réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui va bien dans le travail et qu'est-ce qui ne va pas bien dans le travail et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le travail. Et chaque groupe est animé par un manager. Alors il faut que le manager qui anime le groupe n'ait aucune relation hiérarchique avec les participants. Donc on choisit un manager en dehors de la ligne hiérarchique, justement pour que les collaborateurs puissent être libres de leurs paroles. Donc le manager anime la discussion, évidemment il prend des notes, et ensuite il y a tout un aller-retour avec la direction de l'entreprise pour voir, effectivement, tiens, on a eu 5 suggestions. Sur les 5 suggestions, est-ce qu'on peut en retenir 1, 2, 3 est-ce qu'il y a des choses qui sont à notre portée, des choses sur lesquelles on peut apporter des réponses très rapides, d'autres sur lesquelles on va se donner plus de temps? Et donc ce dialogue professionnel, il émet un message très simple auprès des salariés qui est: la direction de votre entreprise se préoccupe de votre bien-être. Elle est soucieuse effectivement que vous soyez bien dans vos baskets et elle vous met à disposition du temps pour parler des difficultés, pour partager les difficultés, pour parler aussi de ce qui va bien, parce que c'est aussi des suggestions de l'ordre de l'innovation qui sortent de ces groupes de travail. Voilà, et donc ça, c'est un outil de fidélisation merveilleux qui s'adapte bien dans les très grandes entreprises comme dans les petites. Moi, j'en ai animé ce genre de processus aussi bien dans des banques que dans une robinetterie industrielle, dans des entreprises comme le groupe La Poste, qui est une entreprise géante, ou bien dans des entreprises toutes petites qui n'ont aucun représentant du personnel, dans les services, dans l'industrie, dans les services financiers. Donc ça fonctionne très bien justement à la fois pour trouver des nouvelles idées, donc produire de l'innovation, et puis pour faire progresser le bien-être au travail. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que le bonheur au travail, c'est une daube, c'est de la daube. Ça n'est pas à l'entreprise d'apporter le bonheur aux gens. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'apporter des bonnes conditions de travail, mieux que décentes, si possible, décentes au minimum, mais si possible mieux. Mais ce n'est pas aux entreprises
d'apporter le bonheur au travail. Et malheureusement, je vois beaucoup d'entreprises qui sont dans l'idée du bonheur au travail avec leur Chief Happiness Officer, le toboggan, la table de ping-pong, etc. et qui ne se préoccupent pas vraiment du travail. En fait, toutes ces mesures que j'appelle moi des mesures gadgets, elles ont un point commun. Hein, les massages, les numéros verts psy que vous pouvez appeler si vous n'êtes pas bien. Tout ça, le point commun, c'est qu'on contourne le travail. On refuse de se confronter aux difficultés du travail. On fait des choses à côté du travail. Ah, bah, vous allez jouer au ping-pong, c'est du temps hors travail. Vous allez appeler le numéro psy. Au lieu d'avoir une discussion un peu musclée avec votre manager, vous allez appeler un psy à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on contourne. Alors que justement, cet outil dialogue professionnel, ah ben là, on ne contourne pas. On y va, on rentre dedans. Tout simplement, j'ai un exemple, c'était dans une entreprise d'imagerie médicale dans le nord de la France, où il y avait un poste qui ne tenait pas ses salariés, c'était l'accueil. Donc, je commence à se poser les questions, pourquoi les personnels de l'accueil restent 3 mois, 6 mois, puis ils s'en vont? Donc, ils ont fait venir tout un tas d'experts et ils ont observé. Ils se sont rendus compte que les personnes à l'accueil, comme ils avaient affaire à des patients, donc des gens pas en bonne santé, étaient souvent agressés. Un ergonome est venu, il a eu une idée de génie à laquelle personne n'avait pensé, c'est pour ça que c'est une idée de génie. Il a simplement fallu refaire l'accueil en surélevant la banque d'accueil. En surélevant la banque d'accueil, la personne qui était censée le faire prenait une position de supériorité par rapport au patient, elle n'était plus agressée. Et il n'y a plus eu de problème de fidélisation du salarié au poste d'accueil dans cette boîte d'imagerie médicale. Donc quelquefois, il faut aller gratter, il faut aller fouiller, il faut avoir recours à des experts extérieurs qui, avec leur œil, vont vous dire ah oui, mais peut-être voilà ce qui se passe. Vous ne le voyez pas. Vous voyez que la pénurie d'agents d'accueil, la difficulté à les recruter. Mais on va essayer ça. Et ça a très bien marché. Ça a très très bien marché. Donc le recours à ces experts-là est aussi indispensable pour arriver à avoir une stratégie qui fasse que les salariés soient... On ne part pas d'un endroit où on est bien. On ne part pas d'un endroit où on est bien. Mais les raisons pour lesquelles on n'est pas bien sont tellement multiples qu'il faut toutes les explorer. Et c'est là qu'il y a tout un réseau d'experts qui peut aider. L'œil extérieur, l'avantage d'avoir un œil extérieur, dégagé du réseau d'intérêts politiques qu'on trouve dans toutes les entreprises, hein, qu'elles soient grandes ou petites, hein, les relations de pouvoir. Donc l'œil extérieur, lui, en est dégagé, donc il a une liberté de parole et une certaine légitimité parce qu'il connaît d'autres entreprises, donc il peut comparer la situation dans l'entreprise dans laquelle il est à celle qu'il a connue par le passé. Donc effectivement, ça permet parfois de décoincer des situations de non-dit qui sont pesantes. Et pour être un peu plus matériel, dans la mesure où vous le payez, vous l'écoutez, quoi. Il y a ça aussi. C'est vrai. Donc le plus cher est le mieux. Oui, ça c'est pas une vérité universelle. Mais effectivement, cet œil extérieur que vous embauchez, à qui vous allez donner un chèque pour avoir un résultat, il vaut mieux l'écouter. Et d'ailleurs, moi, cet exemple a été frappant, cet exemple de cette boîte d'imagerie médicale, où on a résolu le problème de la fidélisation de l'hôtesse d'accueil. Et ça commençait par là, et tout le monde va mieux, parce que on a des patients moins stressés, parce qu'ils ne sont pas stressés à l'accueil. Donc les personnels soignants de l'imagerie travaillent mieux, donc tout le monde travaille mieux. C'est le début de la chaîne qui, quelquefois, fait que la chaîne déraille. Oui, absolument. Et du coup, quand on regarde effectivement la palette de mesures qu'on peut mettre en place, là je repense à ta question de tout à l'heure sur la checklist. Parce que je m'en veux un peu d'avoir répondu, c'est spécifique par entreprise, donc on ne peut pas dire... En fait, il y a une checklist qui est intéressante et utile, à laquelle je voulais vous renvoyer, qui est le fameux accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. C'est un accord qui a été signé en juin 2013 par l'ensemble des partenaires sociaux. Tout le monde a signé. Le MEDEF, la CPME, l'UPA et côté salarié, l'ensemble des syndicats, y compris ceux qui parfois ont du mal à signer les accords interprofessionnels, même s'ils signent beaucoup d'accords en entreprise. Cet accord-là, c'est un accord vraiment très intéressant, l'accord sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. D'ailleurs, les deux thématiques avaient été fondues ensemble parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, il donne un cadre d'action, cet accord. Et il vous donne une liste importante de tout ce qui contribue à la qualité de vie au travail.
Alors sachant que depuis, c'était 2013, hein, donc il y a 20 ans maintenant, donc depuis il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et les partenaires sociaux ont décidé ensemble, et c'est une belle décision à mon sens, d'abandonner l'acronyme QVT, qualité de vie au travail, et de le remplacer par QVCT, le C pour conditions de travail, qualité de vie et des conditions de travail, pour bien montrer que justement le modèle du toboggan et du Chief Happiness Officer n'est pas suffisant. C'est-à-dire le terme de qualité de vie au travail a été un petit peu édulcoré pour finalement ressembler bisounours, quoi. Les gens sont heureux, ils ont leur table de ping-pong, leur plante verte, leur massage gratuit, etc. C'est pas ça qu'on veut. Et donc le rajout du C pour conditions de travail montre bien que l'analyse du travail doit être au cœur de toutes ces démarches. Si vous voulez vraiment, la clé, si vous voulez vraiment que vos collaborateurs restent, il faut non pas essayer de les rendre heureux, mais il faut les faire apprécier leur travail. Voilà. Si les gens apprécient leur travail, et là, il y a des moyens de faire en sorte qu'on progresse là-dessus, le dialogue professionnel, la charte managériale, j'en ai cité un certain nombre, eh bien, c'est en permettant aux gens d'apprécier leur travail qu'ils vont rester. Yves Clos le dit très bien, hein, dans le grand professeur du CNAM qui dirige ses approches autour de qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler. Mais Yves Clos insiste beaucoup sur le fait que les motifs d'insatisfaction principaux des gens qui les poussent à partir, c'est les difficultés qu'on met à réaliser un bon travail. Quand les gens considèrent qu'ils n'ont plus les moyens de réaliser ce que eux estiment dans leurs valeurs professionnelles, dans leur déontologie personnelle, ce qu'ils estiment être du bon travail, alors c'est ce que Yves Clos appelle le travail empêché, parce qu'on empêche les gens de faire du bon travail, et là c'est une cause de départ très importante. Donc il faut faire en sorte que les gens puissent maîtriser leur travail et puissent être convaincus qu'effectivement, ils sont capables, avec leur travail, d'apporter quelque chose. Le fait d'avoir une empreinte, le fait d'avoir un impact, ça c'est un des points essentiels que nous montrent les baromètres. Il y a une dizaine d'années, ce que les collaborateurs demandaient, c'était que leur entreprise soit investie sur des enjeux sociaux et maintenant environnementaux. Vous avez vu le manifeste des jeunes pour le réveil écologique, par exemple, où les jeunes diplômés des grandes écoles disent « Monsieur Michelin, Monsieur L'Oréal, Monsieur Schneider Electric, Madame Orange, on ne viendra pas bosser chez vous si vous n'êtes pas correct vis-à-vis de l'environnement. » Bon. Donc ça a commencé aux alentours, au tournant des années 2010. Depuis le confinement, il y a un nouveau point qui est apparu, c'est que non seulement les salariés veulent que leur entreprise soit engagée vis-à-vis des enjeux sociaux et environnementaux, mais en plus, ils veulent que leur entreprise les aide, eux, à s'engager. Vous voyez, donc, par exemple, ça explique le succès du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui va permettre, sur le temps de travail, à certains de vos collaborateurs d'aller contribuer à une cause humanitaire, sociale, environnementale. Je suis comptable, eh bien, je vais avoir un mois qui va me permettre de partir en Afrique subsaharienne pour aider une association qui creuse des puits pour trouver de l'eau à monter son service de comptabilité. Donc mes compétences, celles que je mets en œuvre dans l'entreprise, je vais les mettre en œuvre pour une cause sociale et environnementale. Et ce n'est pas seulement mon entreprise qui s'engage, c'est moi. Et puis c'est bon pour l'image employeur aussi. Parce que ça aussi, il faut travailler dessus. Là, ce serait un sujet en soi et on est arrivé au terme de... Le temps est trop court avec vous. On vous remercie d'être venu. Merci à Martin. Mais merci à vous. Mais alors normalement, pour revenir, maintenant ça descend puisque ça montait pour... Voilà, exactement. En vélo, ça va être beaucoup plus simple. Merci Mais beaucoup. Je vais faire un petit tour avant quand même. Hein. Merci beaucoup Martin. Merci à toi Jacques. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous.